Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est que cette mission Euclide qui a été lancée il y a un an et vous expliquer donc ses tenants et aboutissants, à quoi elle sert et pourquoi est-ce qu'on l'a construite et pourquoi est-ce qu'on attend avec impatience ces données. Alors ça c'était le lancement qui s'est déroulé le 1er juillet 2023 en Floride depuis une fusée SpaceX qui s'est fantastiquement bien passée. Et Euclide, pour rentrer tout de suite dans les détails, en fait c'est un télescope spatial majeur de l'ESA. C'est un beau bébé de 4,50 m de haut, qui fait 3 mètres sur 3 mètres, qui est en fait un beau bébé encore une fois de 2 tonnes, qui a une histoire qui commence à être un peu longue, hein, puisqu'il a été sélectionné par l'ESA en 2012, et puis le temps de le construire, de le concevoir, de le tester, on a pu le lancer en 2023. Et quand on l'a sélectionné en 2012, il était proposé pour cette série de propositions de missions spatiales. Et en fait, les gens ont commencé à travailler sur les concepts de cette mission depuis déjà 2007-2008. Vous voyez, il y a une grande histoire déjà derrière ce satellite. Donc c'est un télescope à large champ. Il est équipé de 2 instruments à très large champ. Et pour vous donner une idée, ces 2 instruments sont capables de voir plus que la Lune dans le ciel à chaque observation. C'est à peu près 2 fois la Lune à chaque fois. Et pour vous donner une comparaison, la zone qui est en grise là-haut, qui s'appelle le champ Cosmos, c'est un champ qu'on observe extrêmement souvent avec de nombreux télescopes au sol, et c'est considéré comme un très grand champ pour le domaine. Donc vous voyez, cette caméra, ces 2 caméras sont vraiment révolutionnaires. Elle pourra faire ce champ-là en quelques observations. Donc elle est équipée de 2 instruments, un instrument dit visible, un instrument dit infrarouge, avec des roues à fil très compliquées, et puis elle aura un grand réseau de télescopes au sol pour le suivi. Cette mission, ce satellite devrait observer pendant 6 ans, et il va observer en gros un gros tiers du ciel depuis le point de Lagrange L2, qui est un point du système Terre-Soleil, qui orbite autour du Soleil à la même vitesse que la Terre, à cause de l'influence de la Terre. Il ne devrait pas, si la Terre n'était pas là, mais il va tourner autour du Soleil à la même vitesse que la Terre. Ça veut dire qu'on va toujours le voir au même endroit, et c'est un endroit qui est vraiment très pratique pour faire des observations cosmologiques. Et ça va faire à peu près 170 pétaoctets de données brutes. Alors les gens aiment bien donner ce genre de gros chiffres comme ça, mais on sait très bien que d'ici la fin de la mission, 170 degrés de pétaoctets, ça sera quasiment ridicule, ça sera juste 3 photos de petits chats. Cela étant, c'est donc en fait tous ces chiffres que je vous assène tout de suite, c'est avant tout pour vous dire quelque chose qui est quand même gigantesque. C'est une mission majeure de l'ESA. Bien évidemment, je vais vous expliquer tout ça, je ne vais pas vous laisser comme ça. C'est juste pour vous dire que c'est vraiment un projet majeur comme l'ESA en fait quelques fois. Et des projets majeurs comme ça, il y en a eu quelques-uns dont vous avez peut-être entendu parler. Planck, qui a été longuement présenté ce matin, pareil, à peu près même durée de vie, lancé en 2009, qui a fini ses observations en 2013, mais en vérité, la conception de Planck datait de 10-15 ans avant, et l'analyse des données de Planck a encore duré 6-7 ans après. Et ce satellite-là a complètement révolutionné notre vision de l'univers profond, des premiers instants de l'univers. Il nous a permis de voir des choses qu'on n'avait jamais vues avant, comme la polarisation du rayonnement de fond, nous avons entendu parler ce matin. Il nous a permis de faire la première carte de la distribution de matière dans tout l'univers. On ne l'avait jamais fait jusqu'à présent à ce niveau-là. Et il nous a même donné des informations extrêmement précises sur les propriétés du champ magnétique de notre galaxie. Vous voyez, ce genre de mission-là, c'est quelque chose de révolutionnaire. Euclide fait partie de ces missions-là. Il y a une autre mission aussi, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est la mission Gaïa. Gaïa, c'est une mission aussi de l'ESA qui est incroyable, qui est en train d'observer toutes les étoiles, alors peut-être pas toutes, énormément d'étoiles, quasiment toutes les étoiles de notre galaxie, qui nous a donné, pour la seconde fois, parce qu'il y avait déjà eu Hipparcos qui avait fait ce travail-là, la vision la plus complète qu'on ait jamais eue de notre galaxie. Ce qu'on vous montre là-haut, la carte du haut, c'est le nombre d'étoiles en fonction de la région du ciel. En dessous, c'est les couleurs des étoiles. On n'a jamais eu les positions, le nombre, les couleurs des étoiles avec cette précision-là. Et en dessous, vous voyez là, c'est comme si on avait passé un tampon Gex sur la carte. En fait, ces lignes représentent les vitesses des étoiles. On n'avait jamais obtenu aussi bien la position, le nombre et le déplacement de toutes ces étoiles dans notre galaxie. Et grâce à ça, on peut faire quelque chose qui est complètement fou. Ce qui est montré en bas, c'est une tentative de reconstruction de notre galaxie. Parce que comme on est dedans, c'est très difficile de savoir à quoi ressemble notre galaxie. Si je vous demande à quoi ressemble votre dos, tant que vous n'avez pas des miroirs, vous ne pouvez pas le savoir. Et là, grâce à ce genre de mission-là, on va pouvoir le savoir. Donc voilà, Euclide est de cet acabit-là. C'est un des projets majeurs de l'ESA, d'observation de l'univers, et
on a une fois tous les 5 à 10 ans. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors maintenant, je vous ai un peu posé le décor. Je voudrais vous expliquer exactement à quoi va servir ce satellite et pourquoi il a ces deux instruments, ces machins, tout ça. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose, j'ai oublié de vous dire. Ah, évidemment, c'est le moment où ça décide de ne pas marcher. Voilà. Alors, pourquoi ça ne marche pas, ça? Voilà. Quand je vous ai montré Planck ici, quelque chose que je voulais vous montrer aussi, c'est à quel point notre compréhension de l'univers a été révolutionnée par un satellite comme Planck. Ce que je vous montre en bas, là, c'est l'ensemble de mesures d'un paramètre particulier, la constante de Hubble, sur laquelle je vais revenir. Et la barre d'erreur que vous voyez là, le trait noir, vous montre notre incertitude, ce qu'on ne sait pas. Donc en 2001 à peu près, on pensait que la valeur de ce paramètre-là qui décrit l'expansion de l'univers valait à peu près ça, mais on n'était vraiment pas sûr. Ça pouvait être n'importe quelle valeur dans cette barre. Et au fur et à mesure, vous voyez à quel point la taille de cette barre a réduit d'une façon incroyable. On détermine, donc c'est comme si on était en train de peser quelque chose ou de mesurer une distance. Avant, on le faisait de façon extrêmement imprécise, et maintenant, on le mesure avec une précision redoutable. Donc voilà ce que nous amène ce genre de mission incroyable. Et justement, je voudrais revenir sur cette constante de Hubble, parce que cette constante de Hubble, en fait, d'une certaine façon, elle est au cœur de ce que va faire Euclide. Cette constante de Hubble, qu'est-ce que c'est? Alors il faut que je revienne dans les années 20. Dans les années 20, peu de temps après que Einstein ait proposé la relativité générale, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont emparés de cette théorie et ont essayé de décrire l'univers aux grandes échelles. Il y a plusieurs chercheurs qui ont proposé des modèles, comme par exemple De Sitter, Friedman et d'autres. Et dans certains de ces modèles, on proposait que l'univers soit en train de s'étendre, que ce soit un univers en expansion. C'est une idée un peu étrange, mais en fait c'est quelque chose qui sort assez naturellement des équations. Et donc c'est ce qu'on voit là, dans l'équation du haut, en gros, nous explique comment se comporte cet univers. Il y a ce paramètre-là, A. Et ce paramètre A, en fait, il est en train de nous dire que la taille de l'univers peut s'étendre ou se comprimer au cours du temps. Et les deux équations en dessous, j'y reviendrai aussi après, elles nous expliquent comment ce paramètre-là évolue au cours du temps, et il évolue au cours du temps sous l'action du contenu de l'univers. D'accord ? Il n'évolue pas n'importe comment. C'est ce qu'il y a dans l'univers, à travers la relativité générale, qui nous dit comment l'univers va grandir ou rapetisser. Très bien. Et donc tous les gens commencent à jouer avec ça et commencent à mettre des choses dans l'univers. Il faut de la matière, bien sûr, on existe, il y a là, puis ils rajoutent plein de choses compliquées. Et certains se rendent compte qu'il y a une solution assez étonnante, mais qui fonctionne bien, qui suppose que l'univers est en expansion. Bon, très bien, l'univers est en expansion. Alors qu'est-ce que ça veut dire un univers en expansion? Ça veut dire exactement ce qu'on voit là. Ça veut dire en fait qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, deux galaxies sont de plus en plus loin l'une de l'autre. Très bien. Mais si deux galaxies sont de plus en plus loin l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'elles ont une vitesse l'une par rapport à l'autre. Si elles ont une vitesse l'une par rapport à l'autre, on s'entend avoir un effet Doppler. L'effet Doppler, c'est exactement ce que vous avez quand vous entendez une voiture de pompier. Quand elle s'approche de vous, vous le voyez plus aigu, vous l'entendez plus aigu, pardon, vous ne le voyez pas. Quand elle s'éloigne, vous l'entendez plus grave. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec la lumière. Et c'est ce qui est présenté là, avec cette lumière, qui change de couleur au fur et à mesure qu'elle s'éloigne. On appelle ça, en astrophysique, en cosmologie, le décalage vers le rouge, ou redshift en anglais. Il est possible que de temps en temps j'utilise redshift en anglais, je suis désolé. Donc ce décalage vers le rouge, c'est quelque chose qui est prédit par l'expansion de l'univers. Bon, très bien. Monsieur le maître, qu'est-ce qu'il fait? Il change de transparent. Le voilà. Voilà. Il change de transparent. Monsieur le maître, c'est pas un astronome, c'est un théoricien, hein, c'est un prêtre aussi. Et donc il va chercher des gens qui ont observé des galaxies. Il y a plein de gens qui ont observé des galaxies et qui ont surtout observé leurs couleurs. Quand on observe leurs couleurs, en fait, ce qu'on cherche, c'est quand il y a des couleurs qui sont plus prononcées ou moins prononcées, par exemple des raies d'absorption là, qui sont montrées par deux raies noires. Et ces raies d'absorption, on les reconnaît parce que l'écart entre les raies dépend des atomes qui sont dans les étoiles et du gaz dans les galaxies. Donc on les reconnaît assez facilement.
Et quand on les voit comme ça, on observe des galaxies. Alors à l'époque, on ne savait pas que c'était des galaxies, on pensait que c'était des objets nébuleux dont on savait qu'ils étaient très loin. On voit que ces objets, ces raies, ont tendance à s'éloigner. Voilà, mais ça ressemble beaucoup, beaucoup à un décalage vers le rouge, ça. Donc il prend ça, et puis, en plus de ça, il se dit maintenant, il faudrait que je sache à quelle distance sont ces galaxies. Alors, calculer les distances de ces objets, c'est très très compliqué parce qu'ils sont très très loin. La façon dont on calcule relativement facilement les distances, c'est d'utiliser les parallaxes. Utiliser les parallaxes, on regarde le même objet à 6 mois d'intervalle, on le voit sous 2 angles légèrement différents, on fait un peu de trigonométrie et joue, on y arrive. Le problème, c'est que c'est très compliqué. Pour vous donner un exemple, l'étoile la plus proche, si on cherche à mesurer sa distance avec les parallaxes, la différence d'angle, c'est moins d'une arc-seconde. C'est une différence infime. Il faut avoir des instruments extrêmement précis pour réussir à la mesurer. Fort heureusement, un petit peu avant, donc là, Monsieur Lemaître, tout ça, on était à peu près en 1926-1927. Quelques années avant, une dizaine d'années avant, une astronome, Henrietta Leavitt, avait découvert que certaines étoiles variables avaient une propriété très étrange, c'est qu'elles variaient au cours du temps, et que cette variation au cours du temps, la période de cette variation, était liée avec la luminosité de cette étoile. Alors ça, c'est vachement bien, parce que ça permet de calibrer absolument la luminosité des étoiles. On sait exactement comment une étoile doit briller. Si je sais exactement comment une étoile doit briller, et si je sais comment je la vois, je peux en déduire à quelle distance elle est. On sait bien, si on prend une ampoule, plus on la met loin, moins on va la voir briller. Et on sait calculer de combien elle va être loin. Et donc grâce à ça, on est capable, et c'est ce qu'elle montre ici, elle a presque eu le prix Nobel pour ça, malheureusement elle est morte avant, on sait calculer à quelle distance on devrait avoir ces étoiles. Et donc si on voit ces étoiles dans certains de ces objets, on est capable de mesurer leur distance, etc. etc. Et qu'est-ce qu'il fait Monsieur Lemaître? Il récupère des spectres d'objets qui avaient été observés. Pour certains, il a certaines de ces étoiles, pour d'autres, il en déduit la distance un peu comme il peut. Et il fait cette courbe et il voit, oh là là, il y a un lien entre les deux. Plus les objets sont loin, plus ils sont décalés vers le rouge. Ça correspond exactement à ces calculs-là. Il est très content. Il publie un article en 1927 dans une revue que personne lit et personne n'entend parler. Monsieur Hubble, vous avez plus entendu parler de Hubble. Monsieur Hubble, lui, il est au Kitt Peak. Alors ça, c'est joli, c'est une vue du Kitt Peak. Au moment où il a été inauguré, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est un magazine qui racontait « Oh, c'est vachement bien, c'est un nouveau télescope au Mont Wilson, à côté de Pasadena. Vous allez voir, c'est incroyable. On va, avec ce bel instrument, on va pouvoir voir des trucs très loin, là, ces espèces de nébulosités dont on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, c'est des galaxies. Bon. Et donc lui, il va à une conférence, et une conférence, il écoute Monsieur De Sitter qui raconte son univers en expansion, parce que Monsieur De Sitter aussi avait une proposition d'univers en expansion, un peu différente de celle-là, parce qu'il n'y avait pas grand-chose dedans. Et il dit, oh, c'est pas possible cette histoire, je vais vérifier. Alors lui, ça tombe bien, il a un télescope, il sait tout faire, il est allé mesurer exactement la même chose que le maître, il a utilisé les mêmes céphéides, ces étoiles variables spéciales, pour mesurer la distance, et il obtient, en 1929, le plot qui est là-haut. Exactement la même chose. Alors les pentes ne sont pas les mêmes, il n'y a pas de barre d'erreur, c'était une toute première mesure, mais en tout cas, les gens commencent à prendre au sérieux les univers en expansion. Quelques années plus tard, donc Hubble publie ça, il n'a jamais entendu parler de Lemaître. Quelques années plus tard, on se rend compte que Lemaître avait déjà écrit ça avant. Araya Friedman aussi avait écrit des choses là-dessus, Robertson, Walker, plusieurs personnes ont co-découvert ça. La pente de cette courbe-là, qui est donc donnée par cette seconde équation-là, A point sur A au carré, qui s'appelle H, c'est la constante de Hubble, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, cette constante qui vous explique de combien les étoiles lointaines s'éloignent de nous, et à quelle vitesse, et comment elles sont décalées vers le rouge. Et c'est une prédiction forte de la cosmologie. Depuis, on a renommé cette constante constante de Hubble-Lemaître, mais personne ne dit ça, donc ça reste la constante de Hubble. D'accord ? Donc c'est un élément très important de la cosmologie. Pourquoi c'est très important ? Parce que si l'univers est en expansion, si on rembobine l'histoire, ça veut dire qu'avant, il était beaucoup plus petit, beaucoup plus condensé. Et c'est ça qui sous-tend le modèle du Big Bang. S'il est beaucoup plus petit, qu'il est beaucoup plus condensé, qu'il est en expansion, on a déjà une première preuve, ces mesures-là. Et puis on s'attend aussi à voir d'autres choses, par exemple l'émission du rayon de fond cosmologique. Si on revient en arrière, l'univers était très condensé, très petit, très chaud, très dense, un peu comme le centre du Soleil. Au fur et à mesure qu'il s'est étendu, il s'est refroidi.
Au bout d'un moment, il était suffisamment froid pour que les photons puissent être émis exactement comme on voit la surface du Soleil. Eh bien, on voit, si on veut, la surface du Big Bang. Sauf que ce n'est pas la surface du Big Bang, on n'est pas à l'extérieur, il est partout le Big Bang. Mais cette lumière-là, on la voit aujourd'hui, le mesurer, c'est une preuve du Big Bang. Et puis aussi, grâce à ça, on est capable de calculer les éléments légers qu'on doit trouver dans les étoiles. De quoi doivent être faits les étoiles? On est capable de le calculer, de le prédire. Et c'est ce qu'on voit dans ces barres jaunes ici, c'est ce qu'on mesure en observant les étoiles. Et la ligne bleue qui est ici nous dit quel est l'âge de l'univers et comment, combien on doit avoir chacun de ces éléments. Et donc si on regarde l'intersection des prédictions théoriques, les courbes vertes, rouges, bleues, et puis violettes avec la barre verticale bleue, ça doit tomber à peu près dans les barres jaunes, ce qu'on mesure dans les étoiles, et ça marche rudement bien. Pas tout à fait pour le lithium, mais dans l'ensemble, c'est très très bon. Donc tout ça nous dit qu'on comprend très bien les premiers instants de l'univers. Et tout ça est fortement associé à la constante de Hubble. Donc on revient sur cette constante de Hubble, c'est tellement important, alors ces mesures étaient très très mauvaises, hein. On les a refait beaucoup au cours du temps, voilà comment les mesures ont évolué au cours du temps, depuis les valeurs au début, là, 600 km par seconde par mégaparsec, jusqu'aux valeurs qu'on a aujourd'hui qui sont aux alentours de 67-70, ça a beaucoup évolué, et c'est quelque chose de tellement important en cosmologie qu'on a même construit un télescope spatial exprès pour ça. Le télescope Hubble, il porte le nom de Hubble, pour honorer Hubble, mais aussi parce que une des raisons principales de construire ce télescope, c'était justement d'aller mesurer la constante de Hubble. Et pour le faire, justement, on a utilisé encore une fois les mêmes techniques des étoiles variables qu'on a observées, etc., etc. Alors ça marche bien, mais ça marche bien pour des objets proches. Si on veut faire une observation très précise, il faut avoir beaucoup d'objets, et pour avoir beaucoup d'objets, il faut aller chercher des objets plus loin. Et quand on va chercher des objets plus loin, on n'arrive plus à voir ces étoiles variables céphéides. Il faut utiliser autre chose. Il faut utiliser autre chose, et ce autre chose, ça va être des supernovae. Alors c'est pareil. Les supernovae, ce n'est pas des étoiles variables, c'est des étoiles qui vont exploser à un moment. Hein. Et quand elles explosent, elles ont une luminosité, une façon de devenir beaucoup plus brillante puis beaucoup moins brillante. Et on se rend compte que, alors on regarde ça au début, c'est le plot de gauche, là on voit la luminosité qui varie au cours du temps, c'est pas la même, etc. Mais quand on regarde un peu ce qu'il y a sous ces courbes, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont communes, et qu'on est capable de corriger pour les petites différences. Et une fois qu'on a corrigé, on voit les choses de droite, elles sont toutes identiques. Elles se comportent toutes de la même façon. Donc en fait, si on voit l'explosion d'une supernovae, si on mesure le temps de son explosion et la lumière qu'elle émet, on est capable d'en déduire à quelle distance elle est. Alors ça c'est génial, encore une fois, ça veut dire qu'on a échangé le standard. Si on voit la lumière qu'elle devrait émettre et la lumière qu'on a reçue, on est capable d'en déduire à quelle distance elles sont. Et puis par ailleurs, on peut mesurer le décalage vers le rouge de la galaxie dans laquelle elles sont. Ce qui nous permet encore de faire des diagrammes de Hubble le maître comme tout à l'heure. Manque de peau, ça, on ne peut pas faire une calibration absolue. Et donc il faut calibrer ces supernovae sur des supernovae qui sont proches, ces supernovae qui sont proches sur des céphéides, et ces céphéides par des parallaxes. Et on a une espèce d'échelle là, très compliquée, où on observe des céphéides pas trop loin pour mesurer la loi de Henriette Leavitt. Ensuite, il faut qu'on ait des céphéides dans des galaxies un peu lointaines, dans lesquelles il y a quelques supernovae, pour vérifier qu'on sait bien recalibrer les supernovae. Et après, on observe des supernovae lointaines, etc., etc. Et on obtient la constante de Hubble. Alors on est très content, mais on peut même faire un truc de plus, c'est qu'on peut voir comment cette constante de Hubble évolue au cours du temps. D'accord ? Parce que si vous regardez là, dans ma deuxième équation, non seulement j'ai un H pour la constante de Hubble, mais en fait cette constante elle n'est pas constante, on s'attend à ce qu'elle change au cours du temps. On a dit que c'était une constante de Hubble parce qu'on regardait juste des objets qui étaient très proches, et les évolutions de cette fonction sont suffisamment lentes pour qu'on puisse considérer que pour des objets pas très loin, c'est une constante. En vérité, on s'attend à ce que ça évolue. L'expansion n'est pas tout le temps la même. D'accord ? L'expansion change au cours du temps. Très bien. Alors on essaye de regarder ça, et c'est ce qu'on fait avec des supernovae très lointaines. Et on s'attendrait, dans un univers très simple, qui serait rempli par la matière, puisque c'est ce qu'on voit, hein, on s'attendrait à la courbe qui est en pointillé là. Et malheureusement, quand on fait la mesure, on obtient la courbe qui est noire, qui est ici, notée Planck 20, qui correspond en fait au résultat du satellite Planck, et qui nous donne d'autres informations complémentaires sur le contenu de l'univers. Et on est obligé de se rendre compte que notre univers, il est fait de matière, la matière noire et des baryons, et il est fait en grande partie, presque 70% des densités d'énergie de l'univers,
et fait d'un truc dont on ne sait pas ce que c'est. Comme on ne sait pas ce que c'est, on l'a appelé énergie sombre. Et pourquoi on l'a appelé énergie sombre? Parce qu'il nous faut une nouvelle source, une nouvelle force, une nouvelle source d'énergie qui fait s'étendre l'univers plus vite que prévu. L'expansion de l'univers, donc l'univers est en expansion, tout ça c'est correct, etc. On peut calculer la constante de Hubble aujourd'hui. Mais quand on regarde comment cette constante de Hubble évolue au cours du temps, on se rend compte qu'elle évolue plus vite que prévu. L'expansion est en train d'accélérer. Et pour accélérer l'expansion, il faut quelque chose qui pousse les murs. Alors qu'est-ce que c'est? Donc, comme d'habitude en cosmologie, quand on ne sait pas trop, on appelle ça dark. Alors on a la dark matter, la matière noire, je ne sais pas ce que c'est, mais il en faut. Et maintenant la dark energy, l'énergie noire, je ne sais pas ce que c'est, mais il en faut, et il en faut même beaucoup. C'est une vraie question. Alors, si on regarde un petit peu où est-ce qu'on peut mettre cette énergie sombre, en gros, on a deux possibilités. Ça ne peut pas être de la courbure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'univers peut avoir plusieurs formes différentes, ouvertes, fermées, plates, etc. Ça ne marche pas. Avec les résultats de Planck, on n'arrive pas à faire un univers avec de la courbure. Et donc, je vous ai barré là, le cas là-haut. Si vous voulez, je rentre dans les détails, mais on n'ira pas plus loin. Donc, il nous reste deux sources pour expliquer cette énergie sombre. Je vais vous expliquer ce que c'est. Soit les choses de gauche, là-bas, où il y a un grand lambda. C'est la lettre grecque qui ressemble à un triangle dont on a enlevé la base. Okay, qu'on appelle une constante cosmologique. Et donc, si on met un truc comme ça, on pourrait, dans ces équations, construire quelque chose qui pousse les murs. Soit, on bricole avec le ρ, donc c'est une sorte de P penché, c'est la densité d'énergie, qui représente la densité d'énergie de l'univers, et dans lequel on rajoute quelque chose, un truc nouveau, une dark energy, qui pousse les murs et qui fait enfler l'univers. Alors, regardons un peu en détail ce que ça veut dire. Si je suppose que c'est une constante cosmologique. Alors cette constante cosmologique, en fait, elle apparaît un peu magiquement dans les équations. Ces équations, c'est des équations dérivées. On fait une intégrale. Quand on fait une intégrale, on peut faire apparaître une constante. Donc elle peut être là mathématiquement. Il n'y a aucune raison de la mettre. Hein. La physique, elle ne sait pas faire les intégrales. Donc on peut mettre une constante. On a le droit. Cette constante, elle avait été rajoutée par Einstein et d'autres parce que les premiers modèles d'univers qu'ils trouvaient ne leur plaisaient pas. Donc ils ont rajouté cette constante parce que ça corrigeait le truc. Ils avaient un avis, une préconception de comment l'univers devait fonctionner. Ils ont rajouté cette constante, mais en fait c'était complètement faux, ça ne marchait pas du tout. Mais il n'empêche que mathématiquement, elle peut être là. Bon, c'est très gentil mathématiquement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut se poser la question de est-ce qu'on peut physiquement expliquer pourquoi il y aurait cette constante? Alors on se retourne vers nos amis physiciens des particules, qui eux expliquent les particules, les énergies dans l'univers, etc. Et ils nous disent cette constante, j'en veux pas. Cette constante, d'abord, j'en veux pas, parce qu'elle a une valeur complètement stupide. Nos amis les physiciens des particules, ils aiment bien expliquer pourquoi les choses valent ce qu'elles valent. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, qu'ils ont postulé l'existence du boson de Higgs pour expliquer les masses des particules. Parce que, de façon naturelle, dans leur théorie, il fallait que toutes les particules aient la même masse. Elles n'ont pas la même masse, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait un truc qui explique pourquoi elles n'ont pas la même masse. Et c'était le boson de Higgs. Donc là, la valeur qu'il nous faut de cette énergie sombre ne correspond à rien, on ne sait pas quoi en faire. Et puis après, il nous dit « Ah, mais j'ai peut-être une idée. J'ai un truc qui se comporte un peu comme notre constante, ça s'appelle l'énergie du vide. » Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que quand on a une interaction quantifiée, il y a une énergie incompressible, même quand on est dans le vide, il y a quand même un plancher d'énergie. C'est ce qui fait par exemple l'effet Casimir, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon. On pourrait faire ça. Et là, il regarde dans la série des interactions qu'ils ont, électromagnétiques, faibles, fortes, machin, il n'y a rien qui colle. Et même si on fait une très grande unification, qu'on rajoute la gravité, machin, etc., on est à 120 ordres de grandeur de ce qu'il faudrait pour la valeur de cette constante cosmologique. 120 ordres de grandeur, c'est 1 avec 120 zéros derrière. D'accord? Alors du coup, maintenant, on a deux problèmes. Parce que si on prend la très grande unification, on met toutes les forces ensemble, on devrait avoir cette énergie du vide, mais cette énergie du vide, elle est 1 avec 120 zéros derrière, fois trop grande par rapport à cette constante-là. Donc maintenant, il faut expliquer pourquoi ce truc-là, finalement, il vaut 0, donc il y a quelque chose qui le compense, mais qui ne le compense pas assez, avec une toute petite erreur. Ça, on marche sur la tête, ça devient fou. Cette constante, elle ne nous plaît pas. Allez, on l'enlève. Si ce n'est pas une constante, c'est dans ce machin-là, c'est dans ρ. Alors ρ, il représente ce qu'il y a dans l'univers. Exactement. Il représente ce qu'il y a dans l'univers. Dans l'univers, on a quoi? On a de la matière noire. Manque de peau, ça peut pas faire. Si on regarde les équations, ça ne peut pas faire enfler l'univers.
on a des baryons. Alors les baryons, les cosmologues, ils sont un peu bas du plafond. Les physiciens des particules, ils ont des baryons, ils ont des leptons, ils ont plein de machins, etc. Nous, les cosmologues, tout ce qui est matière normale. On appelle ça des baryons. Ça fait hérisser le poil des physiciens des particules, mais c'est comme ça. Donc la matière normale, celle qu'on peut toucher, celle qu'on connaît, celle qui brille dans le ciel, celle dont on est fait, il n'y en a pas assez, et puis c'est pas celle-là, elle n'a pas les bonnes propriétés, c'est pas bon. Des photons, ah non, des photons, il n'y en a plus, puis pas les bonnes propriétés non plus. Des neutrinos, les neutrinos c'est cool, hein, parce que c'est machin un peu magique, une masse ou pas, ça marche pas non plus. Alors donc il faut inviter un truc nouveau, Dark Energy. Il faut rajouter un nouveau champ. Alors c'est embêtant, mais c'est pas grave, on a l'habitude. On a l'habitude parce qu'on l'a déjà fait. Il se trouve qu'au tout début de l'univers, on a besoin d'une période d'inflation accélérée. Alors nous, on n'aime pas l'inflation, mais les cosmologues, au début de l'univers, ils aiment bien l'inflation. Alors ça a plein de bonnes propriétés pour expliquer plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut cette période d'expansion accélérée. Donc on amène dans 3 mystères, hein, puisqu'on avait l'énergie noire, la matière noire et il y a l'inflation. On ne sait pas non plus ce que c'est, mais on peut trouver une théorie assez simple qui explique pourquoi cet univers il se met à grandir très très vite et il nous résout plein de problèmes. Alors très bien, maintenant je vais voir mes amis théoriciens et ils me font des théories, parce qu'ils aiment bien les théories. Quand il y a des trucs qu'ils ne savent pas, qu'on ne sait pas ce que c'est, hop, ils inventent des théories. Alors ça, c'est un papier de 2024 qui recense 300 théories possibles qui expliquent cette inflation. Et les petites barres, alors il faut regarder celles qui vont vers la droite. Alors heureusement, il n'y en a pas trop qui vont vers la droite. Il faut regarder celles qui vont vers la droite. Celles qui sont vers la droite, c'est des modèles qui ont des chances d'être corrects. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur ces 300, la plupart elles vont vers la gauche. Et donc plus elles sont bleues, plus on sait qu'on peut jeter ces modèles-là. D'accord ? Mais il en reste quand même pas mal qui vont à la droite, malheureusement. Alors heureusement, pour tester toutes ces théories-là, on a justement le satellite Planck dont je vous parlais tout à l'heure, qui teste ces théories, etc., etc. Et alors un truc rigolo, qui est quand même assez plaisant, c'est que la théorie que j'ai entourée en rouge, là, celle qui a l'air de mieux marcher, c'est justement celle qui ressemble rudement aux propriétés du boson de Higgs. Ça ne veut pas dire que c'est ça. En tout cas, ça serait sacrément réjouissant, parce qu'on n'aurait pas besoin de rajouter un nouveau truc. Allez savoir. En attendant, vous voyez, on a un problème, on a nos théoriciens qui nous inventent plein de trucs, parce qu'on a des faits qu'il faut expliquer, et on a construit un satellite qui répond à ça. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Justement, on a un problème, l'énergie sombre, on sait qu'il en faut, et on va construire un satellite pour y répondre. On sait qu'une constante cosmologique, bof bof, donc il faut qu'on construise un satellite pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette énergie sombre. Et pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette énergie sombre, il faut qu'on se pose la question de, alors cette expansion qui est accélérée, elle accélère comment ? Est-ce qu'elle accélère tout le temps pareil ? Est-ce qu'elle accélère un peu, puis plus, etc. Parce que si on a cette information-là, on va pouvoir poser des contraintes sur la façon dont fonctionne cette énergie sombre. Et on va pouvoir faire le même travail qu'on a fait avant, passer à travers tous ces modèles, parce que pareil, des modèles d'énergie sombre, il y en a. Comment est-ce qu'on va les tester ? Donc il faut qu'on construise Euclide. Alors, l'idée, c'est que je veux voir l'univers qui est en train de s'étendre, et je veux voir l'accélération de cette expansion. Comment je fais ça ? Il suffit que je regarde dans l'univers des trucs de plus en plus loin, je regarde leur décalage vers le rouge, d'accord ? Et je regarde leur taille ou leur luminosité. Donc je regarde soit une barre, là, quelque chose qui a la même taille tout le temps, ou dont je connais la taille tout le temps, ou je regarde des étoiles, dont je connais leur distance grâce à la luminosité. Et puis je regarde le décalage vers le rouge, et je fais le diagramme de Hubble, et c'est fini. Et il faut que je fasse ça pour énormément d'objets, le plus loin possible. Il m'en faut beaucoup, beaucoup pour avoir assez de données pour réussir à comprendre les choses. Le petit Z, je ne vous l'ai pas dit, c'est le décalage vers le rouge, le redshift. Parce que redshift, ça commence par un Z. Donc, je pourrais faire ça avec des supernovae comme j'ai fait d'habitude. Alors si je fais ça avec des supernovae comme j'ai fait d'habitude, j'ai un problème, c'est que ces supernovae, je vous dis, il faut les calibrer. Et j'ai 2 façons de les calibrer. Soit je les calibre en commençant par des objets proches, qui calibrent, dont je fais la parallaxe, qui calibrent des céphéides, qui calibrent des supernovae, qui calibrent des supernovae lointaines. Et j'obtiens, pour la constante de Hubble, la courbe qui est là-haut, rose. Soit je fais les choses à l'envers, et je dis, mais je m'en fiche. Moi, je connais toutes les propriétés de l'univers avec Planck. Et j'utilise ça pour calibrer les supernovae. Et j'obtiens les données bleues. Alors l'idée générale, c'est que les 2 choses doivent être en accord.
Et l'idée générale, c'est que la distance, quand je prends comme distance la barre la plus grande entre les deux points, devrait être plus petit que 5 fois cette barre-là. Aïe. Alors bon, mes amis théoriciens sont ravis. Ouais, le modèle ne marche pas. Pour faire des nouveaux modèles. En attendant, on sent que les supernovae, compliqué. En plus de ça, c'est compliqué de voir des supernovae, il faut regarder, il faut attendre qu'elles explosent, passer à la suivante, etc. On ne va pas faire ça. On va faire autrement. Alors, autrement, c'est un peu plus compliqué. Il me faudrait quelque chose qui a une taille caractéristique. Accrochez-vous, c'est un peu compliqué. Les galaxies, elles ne sont pas n'importe où dans l'univers. Elles sont systématiquement à la même distance l'une de l'autre. Et ça vient des propriétés du rayonnement de fond cosmologique. Quand le rayonnement de fond cosmologique est émis, en fait, l'univers est un plasma, et dedans, il y a les photons qui sont en train de se balader, et ils se baladent où? Ils se baladent là où il y a le plus de matière. Ils tombent dans les potentiels de la matière. Donc ils tombent, ils rebondissent, ils rebondissent, ils rebondissent. Et quand ils font ça, ça a commencé à faire comme des ondes sonores. D'accord. Ces ondes sonores, ces photons, ils sont en interaction avec les baryons, puisque c'est un plasma. Donc ils vont tirer avec eux les baryons. Baryons qui vont nous faire nos étoiles, nos galaxies, etc. D'accord ? Et donc l'image qu'il faut retenir, c'est qu'à cause de ces oscillations, les baryons, là, qui sont représentés par des boules bleues dans le truc en haut, eh ben, ils vont tomber tous dans des trous. Et la distance entre ces trous, elle dépend de l'âge de l'univers, de la vitesse du son dans le milieu, etc. On sait combien c'est. Donc en fait, et c'est dans ces trous qu'il va y avoir plus de matière, et c'est dans ces trous qu'on va faire les galaxies. Et donc typiquement, la distance entre les galaxies, elle est connue. Du moins, elle est connue si on a vu le rayonnement de fond cosmologique. Et donc, c'est l'image qu'on a ici, là, vous voyez. La taille des points rouges et des points bleus du rayonnement de fond cosmologique nous dit à quelle distance doivent être deux galaxies l'une de l'autre. Alors, c'est pas exactement ça, hein, c'est en moyenne. Mais donc, si j'observe plein de galaxies et que je mesure la distance entre elles, eh bien, je vais voir un excès de probabilité à l'endroit où les galaxies doivent être à la distance là. Et le pire, c'est que je peux le faire, et c'est ce qu'on voit là. Vous voyez ? Nos galaxies, elles sont toujours à la même distance. Et cette distance, elle évolue au cours du temps. Et je sais comment elle évolue au cours du temps. Donc c'est facile. Je sélectionne des galaxies à un certain décalage vers le rouge. Je sais prédire dans un modèle donné à quelle distance elles devraient être, en moyenne. Je vérifie si c'est le cas. Simple, mais de bon goût. Bon, mais si j'ai ça, je peux peut-être faire encore mieux. Si j'ai des galaxies, en fait, je suis en train de voir toute la distribution de matière dans l'univers. Cette distribution de matière dans l'univers, elle évolue comment ? C'est facile. La matière, elle tombe sur elle-même. D'accord ? Donc, comment évoluent ces grandes structures ? Elles évoluent en tombant sur elles. Donc, au cours du temps, quand je pars de trucs à gauche où on ne voit pas grand-chose, au cours du temps, on va avoir des structures de plus en plus résolues. Pourquoi ? Parce que la matière est tombée. Oui, mais en même temps, voilà, en même temps qu'il y a la gravité, il y a l'expansion. L'expansion, elle tire. Donc imaginez que vous êtes en train d'avancer sur un tapis roulant. De deux choses l'une, soit vous avancez moins vite que le tapis roulant, et dans ce cas-là, vous reculez, soit vous avancez plus vite et vous réussissez à avancer. C'est exactement ce qui se passe. Si l'expansion accélère, la gravité va se retrouver moins efficace pour former des structures. Et si elle décélère, la gravité, elle aura toujours la même efficacité, mais ça marchera mieux par rapport au cas où elle va plus vite. Ok ? Donc, c'est ce qu'on voit ici. Voilà deux simulations numériques, une sans énergie sombre, une avec énergie sombre, et on voit que ça n'a pas du tout la même tête. Et donc, si j'ai vu toutes mes galaxies, et que je regarde maintenant aux très grandes échelles où qu'elles sont, je vais avoir une image de la répartition de la matière dans tout l'univers, et je vais pouvoir essayer de comparer avec le cas avec et sans énergie sombre. Vachement bien ça. Si je fais ça en plus à différentes époques, je vais pouvoir voir l'histoire de l'accélération de l'expansion. C'est ce qu'on voit là. C'est une simulation numérique qui montre exactement ce genre de choses-là. Les trucs qui explosent, là c'est justement les galaxies qui font des vents, etc. Ça serait chouette d'avoir, mais je ne vais pas avoir le temps. Le problème, c'est que si je regarde mes galaxies, j'ai exactement cette image. Est-ce que vous pouvez me dire où est le pôle sud ? C'est facile, il est au sud. Mais est-ce qu'en regardant les phares, vous êtes capable de dessiner le pôle sud ? Ou l'Afrique ? Donc voilà, si je regarde que mes galaxies, je vais avoir une certaine information sur où est la matière, mais j'ai pas tout. Il me manque quelque chose. Il y a toute la matière noire. Vous vous souvenez de la matière noire ? Elle est là, c'est elle qui compte, c'est elle qui domine. Donc si je regarde que les phares, je la rate.
Comment je vais faire? Mais il se trouve que j'ai une façon de voir la matière noire. Parce qu'en fait, Einstein nous a dit, avec la relativité générale, que les grosses répartitions de matière devaient dévier le trajet des photons. Et ça se voit de façon spectaculaire dans ces effets dits d'anneau d'Einstein. C'est un effet de l'antigravitationnel, en fait. Ce qui se passe, c'est que la matière au centre va déformer le trajet des photons d'une galaxie distante. Et quand les choses sont juste alignées comme il faut, j'ai ces beaux anneaux d'Einstein comme on voit là. De façon générale, on voit des choses un peu moins fortes que ça. Ça, c'est justement une image d'Euclide. Vous voyez en bas un grossissement. Vous voyez plein d'arcs là. Tous ces arcs, ces trucs très allongés, c'est des bouts d'anneaux d'Einstein, parce qu'on n'est pas exactement alignés. Et grâce à ça, d'ailleurs, on s'en sert pour faire des reconstructions de la distribution de matière. Et puis, ça, les arcs, c'est vraiment des trucs très très forts. En général, on n'a pas des déformations aussi fortes. On a juste plein de petites déformations. D'accord? Donc toutes les images que je vois de l'univers, y compris des galaxies, elles sont légèrement déformées. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux en faire? Ben, je peux en faire ça. Voilà une piscine. Si je vous dis que le carrelage était régulier, vous allez pouvoir inférer des choses sur ce qui se passe dans cette piscine. Ben, c'est exactement pareil. Si j'ai une propriété que je connais et qui est brisée, je peux par exemple, avec le rayonnement cosmologique, reconstruire la distribution de matière dans tout l'univers, comme on a fait ici. Et, si je reprends ça, nos galaxies, on s'attend à ce qu'elles soient... Là, je vous ai dit, elles sont un peu déformées. Ça veut dire que vous avez une idée de comment elles devraient être. Bah oui, vous savez comment elles devraient être. Donc voilà des galaxies, et voilà ce qu'on voit de ce champ de galaxies. Des galaxies devant, des galaxies derrière, mais ça, on les voit toutes au même endroit. Hein. On regarde sur un plan, et on les voit avec des orientations un peu dans tous les sens. D'accord? Je vous les ai marqués en rouge. Ça, c'est ce qu'on s'attend à voir. Mais en fait, eh bien, le gros paquet de galaxies qui est au milieu a modifié l'orientation apparente des galaxies qui sont derrière. Donc je vous ai repris les galaxies que j'avais sélectionnées, qui sont en noir, là, avec les barres rouges qui étaient là-bas. Et maintenant, regardez, leur orientation, elle fait comme un cercle autour des galaxies qui sont au milieu. Je m'attends à ce que l'orientation des galaxies soit aléatoire, et en fait, elle ne l'est pas. Et elle ne l'est pas en fonction, justement, de comment est répartie la matière dans l'univers. Toute la matière. Si je suis malin et que je regarde deux galaxies, que je compare deux galaxies, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas d'orientation particulière entre les deux. Mais avec l'effet de l'antigravitationnel, il doit y en avoir une. Il doit en avoir une à condition de sélectionner les bonnes galaxies. En effet, si je refais la même chose et que je prends une des galaxies qui était devant, eh ben, je ne vais pas avoir la même orientation, elles n'ont pas vu le même effet de l'antigravitationnel. Donc pour réussir à faire ces mesures-là, il faut que je prenne des paires de galaxies, regarder si leurs orientations sont compatibles, et il faut que je sache à quelle profondeur elles sont, pour prendre des galaxies qui ont des profondeurs similaires. Voilà ce qu'il me faut. Très bien. Et ben voilà, j'ai 3 sondes. Une première sonde, les oscillations baryoniques. Pour ça, il me faut regarder des paires de galaxies. Il faut avoir leur position très précise. Pour ça, il me faut leur décalage vers le rouge de façon très précise. Il me faut une répartition des galaxies dans l'univers. Les points jaunes qui sont là, je veux juste savoir où ils sont. Et il me faut des effets d'antigravitationnel, la forme des galaxies. Et c'est comme ça que je vais construire Euclide. Je veux un satellite qui fait tout ça. Alors, il va faire tout ça. Alors, mesurer les décalages vers le rouge des galaxies, on sait le faire, on l'a fait plein de fois. La façon dont on le fait, c'est qu'on met une fibre optique avec un petit prisme derrière à chaque fois. Et il faut beaucoup d'étudiants pour le faire. Il faut changer à chaque fois la plaque pour mettre les prises, etc. On ne va pas faire ça sur un satellite. Une autre façon de faire au sol, c'est un truc tout nouveau là. Au lieu d'avoir des étudiants, on a des petits doigts qui tournent pour aller chercher les bonnes galaxies. Wow, trop compliqué. Alors on va trouver un truc beaucoup plus simple, mais alors qui va être infernal à analyser. On va juste mettre un gratting devant les prismes. Ça va faire diffracter tous nos petits prismes. Toutes nos galaxies vont être l'une au-dessus de l'autre. On va pas pouvoir toutes les exploiter, mais on va pouvoir en exploiter un bon paquet si on est malin. Donc voilà, j'ai toutes ces galaxies avec leur spectre. Je sais où elles sont, je peux mesurer leur distance, mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Ça veut dire que je passe de cette image-là à cette image-là. Je suis toujours biaisé et en plus, j'en ai pas assez. Donc pour savoir où sont les galaxies, il va falloir que je fasse mieux. Pour faire mieux, je peux utiliser ce qui s'appelle les décalages vers le rouge photométriques. En gros, j'ai pas besoin d'un spectre complet. Je peux faire avec quelque chose de plus simple en regardant dans des filtres différents. Quand je regarde dans des filtres différents, j'y arrive à peu près et je sais où sont mes galaxies. Donc il me faut des décalages vers le rouge avec des prismes et puis des filtres. Et puis une fois que j'ai tout ça, si en plus de ça je vois des galaxies de façon très précise avec une très très bonne caméra, j'ai leur forme et j'ai tout ce qu'il faut. Et c'est comme ça que je construis Euclide. Je vais faire ça sur la plus grande surface du ciel possible. Je ne peux pas faire tout le ciel parce qu'il y a la galaxie qui est au milieu qui me gêne, trop de lumière.
et qu'il y a la poussière dans le plan de l'écliptique. Je l'enlève. Et je vais faire ça de façon à avoir toute l'histoire du décalage vers de l'expansion. Je veux des choses très profondes, justement avec mes spectres, d'accord, et des choses plus proches avec les effets d'antigravitationnel et les mesures de la position des galaxies. Si je veux ça, ça veut dire que ce qui est à gauche, eh ben, ça va être très décalé vers le rouge. Donc ça va être dans l'infrarouge. Si c'est dans l'infrarouge, ça veut dire qu'il faut que je construise une partie de l'instrument qui voit dans l'infrarouge, avec le grisme, les deux trucs pour faire des spectres, des galaxies de plus en plus loin, très loin, et puis tout ce que je peux mettre pour avoir des redshifts photométriques de mes galaxies lointaines. Et puis, ben, c'est cet instrument-là. Je vous invite à aller voir une maquette au gymnase. Comme ça. Gros machin. Et puis pour les galaxies with lensing, il me faut un instrument qui voit très très bien la morphologie. Beaucoup de pixels et beaucoup de lumière. Donc je ne vais pas mettre de bande. Donc si je ne mets pas de bande, ça veut dire qu'avec tous ces instruments-là, il va falloir que je fasse plein d'observations pour chaque champ. C'est pour ça que je veux des caméras très grandes. Pour chaque zone que j'observe, il va falloir que j'observe 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et encore, ces 5 observations ne sont pas suffisantes. Alors ça, c'est la caméra en question. Je vous invite à aller voir une maquette là-bas. On vous expliquera tout. Ça, c'est le plan focal. Je vais rentrer les détails. C'est pas suffisant. Malheureusement, avec ces 3 bandes infrarouges et la grosse bande visible, j'ai pas assez d'informations pour faire les redshifts photométriques. Je vais en rajouter en vol, mais alors ça va faire une mission qui n'en finira jamais. Mais je m'en fiche. J'ai tous les télescopes au sol. Au sol, ce qui est compliqué, c'est de voir dans l'infrarouge. Ça tombe bien, je mets un télescope infrarouge là-haut. Et ce qui est compliqué, c'est voir la morphologie. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'atmosphère qui trouble mes observations. Par contre, voir les couleurs, c'est facile. Et donc, j'utilise tous mes télescopes au sol pour voir les couleurs qui me manquent. Et avec ça, je vais avoir des décalages vers le rouge photométriques très précis. Et avec ça, je vais faire plein de choses. Ouh là là, je ne vais pas avoir le temps de détailler tout ce que je vais faire, mais je vais voir l'énergie sombre et plein d'autres choses. Je vous en reparlerai si vous posez des questions. On va sauter ça. Je vais juste aller ici à la conclusion et où on en est de la mission. Donc la mission, elle a décollé le 1er juillet, je vous ai dit, on la voit là même depuis un télescope au sol, on la voit passer. Elle est allée jusqu'à L2, en à peu près un mois. Là où on a commencé à avoir des premières images, on était très contents. Quand on a regardé dans le détail, on s'est rendu compte que le pointage ne marchait pas du tout. Ça arrive, ça a été corrigé, l'industrie a corrigé son soft, ça marche mieux. On a commencé à se rendre compte, oh là zut, il y a une réflexion du soleil. On a trouvé d'où ça venait, on s'est tourné un peu. Donc maintenant on marche en crabe. Ça arrive. Et puis il y a aussi beaucoup de cosmiques parce qu'on est dans un haut solaire. Donc ça veut dire qu'on perd pas mal d'images. Bon, c'est pas grave, on les refera, c'est un peu embêtant. La mission va durer plus longtemps. Et puis aussi, un truc plus embêtant, il y a de la glace. Il y a toujours de l'eau qui s'absorbe sur toutes les surfaces. Là-haut, elle se vaporise et elle retombe sur les endroits qui sont froids. Les endroits qui sont froids, c'est les miroirs. Plus il y a de la glace sur les miroirs, moins on voit bien. Heureusement, on peut réchauffer. Ça devrait bien se passer, mais c'est un des trucs dont on risque d'entendre parler assez souvent. En réchauffant régulièrement, ça va. Mais malheureusement, la glace, elle s'en va, puis elle revient, puis elle n'a nulle part où aller. Il n'y a pas de vent, n'oubliez pas. Voilà. Donc voilà maintenant comment on va observer tout le ciel, petit bout par petit bout. Ok. Les 2 zones jaunes, les 3 zones jaunes, c'est les zones où on va les regarder très souvent pour être très très profond. En novembre, on a commencé à montrer ces premières images. Alors c'est des jeux d'images. On ne fait pas de science avec ça, c'est juste pour faire joli. Enfin, on peut faire de la science, mais ça c'est des choses qu'on a déjà vues 200 000 fois, c'est juste pour faire joli. En juin dernier, on avait observé tout ça, ce qui est déjà pas mal. Et puis, on a aussi, fin mars, début juin, montré de nouvelles jolies images. Alors elles sont jolies, celles-là, et celles-là aussi. Mais en fait, on peut faire de la science avec. Alors ces images-là et les premières, c'est 1 jour de données d'Euclide. Et avec 1 jour de données d'Euclide, et plusieurs mois de travail, on a déjà 10 articles. Donc au bout de 6 ans, je vous laisse imaginer combien de science on va faire. C'est incroyable. Voilà le plan. Donc nous, on est en juillet maintenant, 2024. On devrait faire une première distribution des données au monde. Donc pas une journée d'Euclide et 10 images. C'est toutes les zones qui sont en vert, là, EDF South, Fornax et puis North. 50 degrés carrés sur le ciel, c'est déjà énorme. Il y a énormément de sciences qui vont être faites avec ça, par Euclide et par les autres. Et puis 1 an après, on va faire la première distribution de données. Donc ça sera la zone verte, où il y a écrit Year One. 2500 degrés sur le ciel
énorme, on va pouvoir commencer à faire de la cosmologie avec ça. Et je vais conclure ici. Donc rendez-vous mi-2025 pour les premiers résultats astrophysiques avec cette première distribution de données 50 degrés carrés sur le ciel, tout petit. Mi-2026 pour les premiers résultats cosmologiques, et vous pouvez vous attendre à entendre parler d'Euclide pendant à peu près 10 ans, voire plus. Voilà, merci. On va mettre du temps pour les questions. On va faire passer un micro, du coup. Merci infiniment pour toutes ces précisions et vous nous donnez vraiment envie de vous revoir très souvent et de suivre cette mission. Si on a bien compris, les différences donc, des deux principales sources de calcul de la constante de Hubble, qui affolent les théoriciens, comme vous le dites, vous excite plus qu'affole. Oui. Ils sont très contents. Oui. Et affolent les observateurs, peut-être, plutôt. Vous les attribuez à des problèmes de précision sur les modèles avec les céphéides et les supernovas, et non pas à un problème de conception de l'univers, ou est-ce que c'est autre chose? Ah, ça peut être soit ce que vous venez de dire, c'est-à-dire on a mal calibré les supernovae sur les céphéides, enfin mal calibré les céphéides, soit un problème aussi dans les mesures profondes, parce que j'ai dit que c'est la rayonnement cosmologique. En fait, non, il y a plusieurs mesures de l'univers profond qui donnent la même calibration. Donc, ça serait étrange que ce soit ça. Soit il faut changer le modèle de l'univers. C'est ça qui excite les théoriciens. Si notre modèle d'univers, qui est déjà assez baroque, il n'est pas encore complet pour expliquer les choses, mais d'un autre côté, la gravité newtonienne, elle est là à tout le monde. Un jour, il y a Einstein qui se pointe en disant non, ça se passe pas comme ça. Genre, pourquoi faire? Et puis en fait, non, c'est nécessaire. Donc là, il n'y avait pas vraiment de données enfin un peu pour supporter ça. Là, on a beaucoup de données, et ce qui excite beaucoup les théoriciens et les observateurs, c'est de réussir à trouver des modèles qui prédisent de nouvelles choses qu'on va pouvoir vérifier derrière. Beaucoup d'enthousiasme là-dessus. Il y a un prix Nobel qui a déjà eu le prix Nobel pour les supernovas, très en pointe là-dessus, qui aimerait bien en avoir un deuxième. Si j'ai bien compris, en L2, en fait, il y a pas mal de choses finalement, parce que... En L2, ouais, il y a beaucoup de choses, il y a tout. Et le point en lui-même, enfin, l'espace est grand. Donc... On va pas à L2. Alors L2, donc ces points, il y a 5 de ces points de Lagrange pour un système à 2 corps, et ces 5 points, donc ils sont devant, derrière, à droite, à gauche, et l'autre il est carrément de l'autre côté, sont 5 points qui, à cause de l'influence du plus léger des objets, vont tourner autour de l'objet plus lourd comme le plus léger des deux objets. Donc ils sont pratiques parce qu'on sait tout le temps où ils sont. Ils ont deux propriétés. Soit ils sont attractifs, enfin soit ils sont attractifs, soit ils sont répulsifs. C'est-à-dire attractifs, c'est-à-dire si on n'est pas loin, on va y tomber dessus. Répulsif, si on n'est pas loin, on va s'éloigner énormément. Soit un point sel, c'est-à-dire que dans une direction on s'éloigne et dans l'autre on tombe. L2, il a le bon goût d'être un point sel. Ça veut dire que si quelque chose est en L2, il va nécessairement s'en aller, dans une direction, mais pas dans l'autre. Donc pour être en L2, il suffit d'orbiter autour de L2 et de corriger dans la bonne direction. C'est pour ça que tout le monde y va. Alors après, on s'assure de ne pas se rentrer dedans. Alors plus que voilà, l'espace est grand, ça va. Plus que de ne pas se rentrer dedans, c'est on s'assure de ne pas éblouir l'autre. Éblouir au sens émission radio quand on transmet vers la Terre. Donc voilà. Et on s'assure de ne pas se rentrer dedans parce qu'on ne sait jamais. Mais oui, il y a JWST, il y a eu Planck, il y a plein de satellites là-bas, il y a Gaïa, etc. Tout était clair. Il y a une question là. À la fin de la mission, il va être déconnecté ou aussi ramené sur Terre? Il va être ramené, non. Alors, si je me réfère de ce qu'on a fait pour Planck, à la fin de la mission, on a tout vidé. On a effacé l'ordinateur de bord pour être sûr qu'il ne se remette pas en marche bêtement s'il reste un petit peu de... Et puis on l'a envoyé dans une orbite très lointaine autour du Soleil. Et puis peut-être un jour il tombera sur le Soleil ou pas. Et donc c'est sans doute ce qui va se passer pour Euclide. Mais il y a 6 ans de mission nominale, 6-7 ans,
Et on a appris récemment, une des personnes de l'ESA dans une grande réunion Euclid qui s'est passée il y a 2 semaines, a bêtement laissé passer qu'en fait, on pouvait laisser tourner un bon moment. Il y avait tout ce qu'il fallait pour laisser tourner un bon moment. Alors le problème, c'est que laisser tourner un bon moment les satellites là-haut, ça coûte extrêmement cher. En fait, il faut bien voir que ces trucs-là, c'est en gros entre un demi-milliard et 1 milliard de pièces. Donc c'est pas donné. Alors, comme c'est très long pour les construire, on a pas mal de temps pour les acheter, et puis c'est toute l'Europe qui paye, et même plus que l'Europe, là c'est européen, contribution des États-Unis, du Canada, du Japon, enfin c'est 35 pays, c'est énorme. Donc ça va, on peut se le payer. Mais l'ESA a la capacité de garder un certain nombre de satellites en vol, parce que garder un satellite en vol, il n'y a rien à faire, hein, il est là-haut, mais il faut plein de gens en bas pour s'assurer qu'il marche, vérifier tous les jours qu'il marche bien, etc. C'est des gens qui sont extrêmement, qui ont des fortes compétences, on n'en a pas tant que ça. Et puis aussi, il faut des antennes pour lui parler. Si j'en ai trop en l'air, j'ai pas assez d'antennes, il faut que je construise de nouvelles antennes, il faut de nouvelles personnes pour s'occuper des antennes, etc., etc. Et donc on a une certaine capacité pour garder les satellites en vol. Maintenant, si je garde un satellite plus longtemps, je continue à accumuler des données, mais quand j'ai déjà vu tout le ciel que je pouvais voir, tout ce que je peux faire, c'est de le voir mieux. Mais pour le voir mieux d'un facteur 2, il faut que je le voie 4 fois plus. Puis après, ça c'est tout simplement la loi des grands nombres qui me dit ça. Puis si je veux encore un facteur 2, il faut aller 8 fois plus. Donc c'est de plus en plus long pour améliorer ce que je vois. Donc au bout d'un moment, c'est plus rentable. Et on ne pourrait pas les envoyer dans le soleil, qui fassent l'incinérateur de nos déchets? Il faudrait les pousser très fort pour qu'ils aillent vers le soleil. Ça veut dire qu'il faudrait mettre plus de propulseurs au début, ça veut dire qu'il faudrait des plus grosses fusées pour les envoyer. Ah bon. En orbite autour du soleil, c'est très bien. Là-bas. Vous faites courir. Tout à l'heure, vous avez dit la mission Euclid allait cartographier 1/3 à peu près de la voûte céleste, et que en fait il y avait toute la partie où il y avait notre galaxie qui cachait et qui faisait qu'on ne pouvait pas observer. Donc du coup, est-ce que la proportion c'est à peu près 2/3 qui sont cachés par notre galaxie qu'on ne peut pas observer? Et est-ce qu'on a un moyen d'observer à travers notre galaxie ou pas, ou c'est du coup 2/3 de notre voûte céleste qu'on ne pourra jamais observer? Alors, ça dépend de ce qu'on veut observer. Il se trouve là qu'on veut observer la forme des galaxies, relativement lointaine, mais pas trop. Donc il faut qu'on observe dans le visible, parce que c'est là qu'on aura la meilleure résolution. On pourrait faire dans l'infrarouge pour avoir des galaxies plus loin, mais dans l'infrarouge, on fait des gros pixels. Si on veut des morphologies très précises, il nous faut du visible. Donc ça a une limite dans ce qu'on peut voir. Dans le visible, la galaxie, ça tue tout, hein. Il y a plein d'étoiles qui brillent, et puis il y a plein de poussière. C'est cuit. Alors bien sûr, on peut voir à travers notre galaxie, en regardant dans d'autres fréquences, par exemple dans les fréquences radio très lointaines. La galaxie, elle a quand même tendance à émettre sur pas mal de fréquences différentes, mais pas partout. Et donc si je dis maintenant que je veux observer dans l'infrarouge intermédiaire ou dans le radio, la galaxie elle va m'apparaître beaucoup moins épaisse et beaucoup plus petite au centre, dans le plan galactique, dans le bulbe, voilà, c'est cuit. Mais autour, je pourrais voir plus de choses. Maintenant, je peux voir la même chose, et pour faire de l'effet de l'antigravitationnel, à part aller voir le rayonnement cosmologique, c'est assez difficile en radio. Pour des raisons de résolution, hein, tout bêtement. Hein. Je regarde des choses avec des longueurs d'onde plus grandes, j'ai moins de détails, enfin, c'est de l'optique, ça. Merci beaucoup pour les réponses à ces questions. On arrive au bout de cette conférence. Donc merci beaucoup, Monsieur Benhammed. Du coup, on va enchaîner donc sur la projection.